Les structures familiales, Emmanuel Todd, sont au centre de vos travaux, de vos réflexions, dans la mesure où la famille, les structures familiales, c'est ce qui vous permet de lire l'histoire dans l'espace de façon différenciée, parce que précisément, il existe des familles et des structures familiales différenciées qui se répartissent dans l'espace de façon différenciée. Expliquez-nous un peu d'abord comment cette idée vous est venue à l'esprit en tant que chercheur et en quoi cela nous permet véritablement de comprendre en anthropologue, si je puis dire, la vie humaine au sens large. Ben, c'est arrivé de façon, je dirais, presque naturelle, puisque je faisais ma thèse avec Peter Laslett, qui m'avait mis sur des documents concernant deux paroisses du nord de la France, Alide et Longnes. Euh, et puis, euh, je sais pas, j'ai voulu me promener, donc j'ai trouvé des documents équivalents en Bretagne, à Briec, et puis des documents équivalents, des listes d'habitants près de Fiesole, près de Florence. Et puis j'étais aussi au sud de la France, donc je suis devenu un sorte de comparatiste spontané. Et donc j'étais confronté à des descriptions de structures des ménages qui reflétaient des valeurs familiales, bien entendu, très différentes dans ces quatre endroits. Donc j'ai presque démarré dans la vie avec l'idée que les structures familiales étaient... En fait, je m'amusais à essayer de démontrer que l'hypothèse de Lasdet sur la généralité de la famille nucléaire était fausse. Donc l'idée de persécuter mon directeur de thèse était au centre de mes préoccupations à l'époque, sans doute. Et puis me balader. Et donc vous avez sur des territoires, donc je parle de structures familiales paysannes, anciennes, là, c'est ce que tous les historiens d'une génération ont découvert ou redécouvert, puisque Frédéric Leplay avait déjà largement vu ça au XIXe siècle, bah, que la famille russe, c'est pas la même chose que la famille allemande ou la famille japonaise, alors que la famille japonaise et la famille allemande, c'est la même chose, avec quelques nuances, que l'Angleterre, c'est autre chose. Il y a une sorte de géographie des types familiaux. Et puis quand on en a suffisamment dans la tête, ce qui était mon cas, parce que je lisais plein de monographies, et que j'ai vu se superposer la carte du communisme achevé du milieu des années 70 et un certain type de structure familiale. Le père, ses fils mariés, le système familial communautaire, porteur de valeurs autoritaires et égalitaires, qui sont les valeurs fondamentales du communisme. Ben, voilà, mais c'était, comment dire, complètement empirique. Et ensuite, j'ai passé 6 mois, un an, je ne sais plus, à la bibliothèque du Musée de l'Homme à vérifier que, qu'en Thaïlande, où il n'y avait pas eu de communisme important, contrairement au Vietnam, là, la famille n'était pas communautaire. Effectivement, elle ne l'était pas, elle était tout à fait autre chose. Et donc, j'ai fini par me faire une cartographie des types familiaux dans le monde, à des niveaux qui ont atteint de plus en plus de précision. Maintenant, je peux me balader dans ma tête comme si une sorte de GPS, vous voyez, des types familiaux, avec des nuances régionales, très souvent. Et puis, j'ai vu que l'emboîtement des phénomènes sociaux dans ces cartes familiales allait au-delà de l'idéologie. L'idéologie a été mon premier terrain d'expérimentation, la révolution anglaise libérale non égalitaire sur la famille nucléaire absolue anglaise, libérale non égalitaire. La révolution française, liberté, égalité, mais c'était déjà des rapports libéraux entre parents et enfants et égalitaires entre frères et sœurs. Les systèmes autoritaires hiérarchiques de l'Allemagne et du Japon ont leur source dans des structures familiales, dans ce qu'on appelle famille souche, avec des héritiers uniques, des valeurs d'autorité et d'inégalité. Je dirais que ça m'a tout de suite posé des problèmes parce que ça marche trop bien. Donc je me souviens, j'avais mon premier bouquin là-dessus, ça s'appelait La troisième planète, structure familiale et systèmes idéologiques. Il y avait une émission de Pollack, là, Droit de réponse, ça s'appelait, Oui. où je m'étais fait insulter par des jeunes anthropologues, par Maurice Godelier, qui était le patron des sciences humaines au Collège de France. Et tout de suite, les gens ont pris ça comme une insulte personnelle parce que c'était pris comme une insulte à la liberté humaine.
Vous voyez, au Japon, ça va, les gens savent que la famille détermine les comportements, ça ne les gêne pas du tout. Mais si vous êtes dans une culture libérale, vous pensez que vous êtes libre. Et moi, ce que mon modèle dit, c'est que oui, vous êtes libre, mais par contre, vous n'êtes pas libre de ne pas être libre. Et donc, ces régions ne peuvent pas produire des systèmes totalitaires, par exemple. Super embêtant, super insulte à la liberté humaine. Bon, j'ai continué à travailler. Donc, pour démontrer cette hypothèse, j'ai fait un pavé, l'invention de l'Europe, qui est une relecture de toute l'histoire européenne à partir d'une carte des structures familiales en Europe. Et puis alors ensuite, j'ai eu vraiment la grande surprise de ma vie de chercheur, c'était que moi, je me disais que pour la famille, je l'étudie d'après la structure des ménages, qui reflète des valeurs paysannes, etc. Mais comme les ménages deviennent partout nucléaires avec l'urbanisation, je me disais par exemple que la crise idéologique produisant ici du libéralisme, là du communisme et là du nazisme, était un phénomène de transition et que la convergence de tous les ménages sur un modèle nucléaire allait produire une convergence plutôt libérale. Et ce qui est dans une certaine mesure vrai. L'Allemagne n'est plus nazie, même si les armées russes et américaines ont un peu aidé à l'évolution anthropologique. La Russie n'est plus communiste, et là de façon autonome, donc il y a bien une marche vers quand même plus d'autonomie et de liberté. Mais vraiment, la grosse surprise de la vie de chercheur, c'est que la convergence ultime n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les sociétés les plus avancées continuent de fonctionner comme si les valeurs étaient toujours là. Ça m'est d'abord apparu quand je travaillais sur l'immigration, en mesurant des taux de mariage. Je comparais la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui à l'époque étaient au même niveau, ce qui n'est plus le cas, puisque la France et l'Angleterre sont beaucoup plus bas que l'Allemagne en termes de performance économique, mais et où les taux de mariage mixte en deuxième génération des immigrés d'origine musulmane étaient très différents. C'est-à-dire pour les filles d'immigrés algériens en France, c'était 25%. Pour les filles d'immigrés turcs en Allemagne, c'était inférieur à 2%. Et puis pour les filles d'immigrés pakistanais en Angleterre, c'était epsilon, rien du tout. Et ça s'explique très bien, ou largement, par la permanence de valeurs égalitaires ou inégalitaires. Bon, pour les Pakistanais en Angleterre, le taux d'endogamie de la famille pakistanaise est tel qu'il y a une contribution du groupe immigré dans le petit nombre de mariages mixtes. Et puis j'ai vu que ça expliquait aussi très bien la diversité des capitalismes. Vous savez, il y a toutes ces théories du modèle rénan, technologique, qui veut des parts de marché plutôt que du profit. L'Allemagne, le Japon, tout ça s'explique très bien par la permanence des valeurs de continuité de la famille souche. Et au contraire, le capitalisme financiarisé, qui se débarrasse de sa classe ouvrière en Angleterre, aux États-Unis, si vous faites l'hypothèse que les valeurs de liberté et de non-égalité du monde anglo-américain sont toujours là, ça s'explique très bien. Les résistances le dernier exemple, c'est la France, qui a résisté plus que d'autres à la montée des inégalités et qui, dès qu'elle a eu un président jeune et dynamique, qui a dit ça va pas se passer comme ça, on va faire comme Madame Thatcher, ça produit les gilets jaunes, c'est-à-dire une remontée de la culture française anarchiste, libérale, égalitaire, contestatrice. Et c'est vraiment... et la Russie n'est pas devenue une démocratie d'alternance, c'est une démocratie autoritaire, sous Poutine. C'est une démocratie, les Russes sont d'accord, mais avec un élément d'unanimisme et de communautarisme qui montre la permanence, sous une forme plus atténuée, des valeurs communautaires de la famille russe. Donc c'est devenu... Et finalement, comment dire, c'est quelque chose qui va au contraire de tous les postulats de la mondialisation, puisque le postulat de la mondialisation, c'est la convergence, la marche à l'indifférenciation. Et moi, tout ce que j'observe, plutôt le fait d'avoir une grille de lecture familiale permet d'accepter de voir la réalité. Par exemple, l'Europe, les sociétés européennes actuellement,
économiquement, divergent. La zone euro diverge économiquement. Et ça finira par faire exploser l'euro. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Non. Je veux dire, les dirigeants français voudraient tellement que les Français deviennent allemands. Ça serait tellement formidable. Avec un petit peu de taux de chômage de 10% pendant 20 ans, ça va devenir des Allemands disciplinés. Et donc, il y a une sorte de refus de la réalité. Mais si vous avez la grille de lecture familiale anthropologique, et à partir du moment où vous comprenez ce qui se passe, je dirais que la simple acceptation de la réalité devient possible. Et puis, au-delà de tout ça, j'ai fini par aller plus loin parce que Jean-Claude Guillebaum, l'éditeur de ces bouquins, me disait toujours « Mais Emmanuel, bon, c'est bien, tes types familiaux, mais pourquoi ces différences entre types familiaux ?» Et j'avais une conclusion idiote à la fin de mon premier sur le sujet où je disais « Bon, ils sont répartis au hasard, il n'y a pas de logique, il n'y a aucune coïncidence structurale. » J'étais un bon structuraliste au sens générique du terme. Comme les marxistes eux-mêmes peuvent être structuralistes. Il y a des structures, il faut que ça s'emboîte. Ça marchait très bien pour famille, idéologie, famille, système économique, famille, immigration. Mais comme les types familiaux eux-mêmes ne correspondaient à aucun encastrement dans des niveaux de développement, dans des zones climatiques, dans des reliefs, etc., je disais, c'est le hasard, c'est l'esprit fun, quoi. C'est bon. Et mon ami Laurent Sagard, qui est un très grand linguiste, qui travaille sur la généalogie des langues asiatiques, qui a fait une reconstruction du chinois archaïque, de l'époque où la langue chinoise avait des racines et pas de ton. Vous voyez, donc c'est vraiment... Il m'a dit, mais écoute, ton livre, moi je connais la Chine, ce que tu dis sur le rapport entre famille et tempérament est très très vraisemblable. La Chine est communautaire comme la Russie, est très autoritaire, et alors reste une dictature, elle n'a pas évolué comme la Russie. Il me dit, mais par contre, moi je vois ta carte là, je vois des taches de couleur, je ne sais même pas ce qu'elles contiennent, mais pour moi c'est une carte qui a un sens très clair. C'est-à-dire tes types, mettons nucléaires, je simplifie, sont sur la périphérie, et puis au centre, dispersés, et puis au centre, tu as un bloc communautaire d'un seul tenant, qui va de la Russie à la Chine, le monde arabe, arabo-persan, et communautaire aussi, avec en plus des mélanges entre cousins. Ils me disent, mais ça, les linguistes connaissent très bien ce genre de carte. Tu as un espace, et puis tu as un espace central B d'un seul tenant, puis des petites taches A, etc. Et ça veut dire que autrefois l'espace était occupé par A, qu'il y a eu une innovation centrale qui s'est répandue à la périphérie, mais qui n'a pas tout recouvert, B. Et donc, ça permet de lire, je dirais, l'histoire dans la géographie. Et donc, ça produit un modèle stupéfiant d'inversion de l'histoire, parce qu'on se rend compte que les types nucléaires sont sur la périphérie et représentent le passé de l'humanité, que ce soit aux Philippines ou en Angleterre, et puis qu'au contraire, le centre communautaire, avec des systèmes très très lourds, a été... les familles communautaires centrales sont le résultat d'une expérimentation, innovation dans toute l'histoire. Donc ça renverse complètement la perspective sur l'histoire. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'on vient d'un passé où la famille était super épaisse, anti-individualiste, etc. Et puis que l'Occident a inventé la famille nucléaire, l'individu, la modernité. Et ça aboutit à un modèle absolument inverse dans lequel Homo sapiens avait un type familial nucléaire. Et puis en Mésopotamie, en Chine, avec la civilisation, sont apparus des types complexes. Bon. Mais au-delà de ça, ça permet de voir que l'histoire des types familiaux elle-même évoque plutôt une divergence de très longue durée, sur 5000 ans, en fait, depuis l'émergence de la civilisation, et que peut-être que l'une des lois fondamentales de l'histoire, universelle, c'est un processus de divergence, et que finalement, on n'arrive pas à échapper actuellement, au-delà du blabla sur la mondialisation,
en fait, on n'arrive pas à échapper à ce processus de divergence. On est toujours dedans et l'Europe explose parce qu'elle diverge, parce que c'est la vérité de l'histoire. Alors, ça j'ai bien compris, mais ce que je m'explique moins bien, c'est le rapport entre continuité et discontinuité. Ces structures familiales différenciées, euh, elles divergent entre elles par définition, vous venez de le rappeler, mais est-ce qu'il y a une permanence prenons le cas français. Est-ce qu'on peut, sur la longue durée, dire, bon, ben voilà, c'est ça dans le bassin parisien, c'est ça, On peut, sur la mais longue durée? on peut définir. Alors, comme je dis, il y a une histoire, une évolution, une apparition. Donc il y a une histoire. La famille a une histoire, mais son rythme n'est pas celui de l'économie, n'est pas celui de l'alphabétisation. C'est un rythme plus lent. Donc, si vous voulez, par exemple, vous prenez alors, le cas de la famille nucléaire égalitaire, c'est un peu compliqué parce qu'on en trouve déjà des éléments dans les villes de l'Empire romain. C'est la famille des villes de l'Empire romain tardif, en fait, pratiquement. C'est le milieu dans lequel s'est répandu le christianisme, en fait, le premier christianisme. Mais si vous prenez, par exemple, le sud-ouest de la France, vous le prenez au Xe siècle, vous verrez la famille nucléaire, souple sans doute, en fait vous verrez rien du tout, et vous verrez émerger la famille souche, c'est-à-dire des systèmes de primogéniture très bien organisés au XIIIe, XIVe siècle. Donc vous pouvez dire, donc on le trouve jusqu'au début du XXe siècle, en milieu rural, donc vous aurez l'émergence, l'affirmation de ce type familial souche sur 4-5 siècles. Je n'ai pas fait le calcul là, mais vous voyez à la louche, quoi. Et donc voilà. Mais donc ça, je dirais que pour moi, c'est plus tellement un problème. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que ces valeurs familiales continuent d'exister malgré la disparition des familles paysannes qui les portaient. C'est particulièrement... mais même la famille nucléaire égalitaire et les valeurs d'égalité françaises, la valeur égalitaire, on la mesure par les règles d'héritage, pratiques de l'héritage. Mais vu le nombre d'enfants que font les gens et vu qu'on n'hérite plus avant de prendre sa retraite, en général, je veux dire, c'est évidemment des règles qui sont complètement formelles. Et pourtant, alors, comment dire, donc dans un premier temps, je me suis dit, mais en fait, ces valeurs que j'ai situées dans la famille, peut-être j'aurais dû plutôt directement les fixer sur le territoire. Parce que quand on parle de système familial, j'étais le premier à tomber dans cette illusion, on pense d'abord à sa famille. Donc on voit un truc qui descend du passé vers l'avenir. Et on a une sorte de vision verticale à travers le temps. Mais en fait, au point où j'en suis, un système familial, c'est pas ça. Un système familial, c'est des familles sur un territoire qui échangent des conjoints. Donc, vous voyez, et donc, visiblement, le système de valeurs n'est pas dans une famille particulière, il est dans l'ensemble des familles, il est sur le territoire. Et puis, alors la véritable percée, on l'a faite quand en travaillant avec Hervé Lebras sur le mystère français, on était confronté à, encore une fois, des problèmes de permanence ou de rémanence, de valeurs et de comportements, soit dans la famille, soit dans la religion, qui avait également disparu d'ailleurs, le catholicisme, mais alors que dans l'espace français, il y a des migrations terribles. Les gens bougent. Et si les gens bougent dans tous les sens et qui sont porteurs de valeurs très fortement ancrées, eh ben, vous devez avoir un mélange en fait, des systèmes de valeurs. Et les systèmes de valeurs régionaux auraient dû disparaître. Et donc, j'ai fini par, me semble-t-il, piger quelque chose mais pour ça, j'ai dû sortir ce que j'appellerais le modèle psychanalytique ou freudien de la famille. Vous savez, au fond, ce que j'avais dans la tête, c'était l'idée que la famille enfonçait profond dans le cerveau des enfants des valeurs très ancrées et que c'est ça qui permettait au système de durer. Mais si c'était ça,
le mélange des gens produirait un mélange des systèmes familiaux par l'immigration. Et je crois qu'on ne peut comprendre ce qui se passe que si on fait au contraire l'hypothèse que bien des valeurs qui sont en action sont des valeurs faibles au niveau des individus, assez superficielles en fait. Et que ce qui permet d'expliquer que vous avez les gens qui se déplacent d'un territoire à un autre, et pour l'essentiel, ils s'adaptent, ils abandonnent les valeurs, ils prennent celles de la majorité des gens, et réciproquement. Et le paradoxe fondamental, c'est que c'est parce que les valeurs familiales ou territoriales sont faibles, et une bonne partie des comportements sont mimétiques, que les systèmes anthropologiques régionaux persistent. C'est là qu'est le paradoxe. Mais quand vous dites vous abandonnez votre représentation freudienne, ça veut dire très précisément que vous laissez de tomber un peu vous laissez de côté, pardon, le tréfonds de la psyché, mais vous retenez ce que vous appelez dans votre livre la mémoire des lieux. Oui. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, mais ils gardent la mémoire des lieux. Non, c'est les lieux qui ont une mémoire, mais les individus se déplacent de mémoire des lieux en mémoire des lieux. Ah oui, c'est ça, d'accord. Vous voyez, c'est le lieu qui a une mémoire. Oui. En fait, le mot, l'expression, c'est Hervé qui avait trouvé l'expression, mais c'était juste pour faire une blague à Nora, les lieux de mémoire. Ça avait commencé comme un gag, en fait. Mais non, c'est vraiment... Les territoires sont porteurs de valeurs et les individus, je veux dire, prennent... Ça suggère plutôt des êtres humains mimétiques, caméléons. Alors, on pourrait dire en un sens, c'est pas... Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est pas sympa? J'essaie d'envisager ce qui peut me tomber sur la figure à partir d'une hypothèse comme ça. Pour le moment, rien du tout, ça va. Donc ça dit... alors, ça dit des choses sympas et des choses pas sympas. Alors, ce que ça dit de sympa, c'est que, en fait, les systèmes régionaux ou même nationaux peuvent durer, rester très différents, la France et l'Allemagne, par exemple, sans l'hypothèse que les Allemands et les Français sont par essence extrêmement différents. Ça permet d'avoir des cultures assez différentes et polarisées sans que les individus, êtres humains, soient si différents que ça. Ça dépasse la théorie des caractères nationaux, évidemment. C'est les territoires nationaux des caractéristiques. Les individus sont sans doute un peu différents dans leurs valeurs, mais ça n'est pas si profond que ça. Et donc c'est très facile, vous mettez un Allemand en France et je vous garantis qu'au bout de 3 mois, en piéton, il respectera plus les feux verts et inversement. Vous voyez, donc là, à mon avis, transformer un Allemand en Français indiscipliné, ça doit être assez fastoche. Vous voyez l'esprit Je vois. Et moi, quand je suis au Japon, je sais que je change un peu de comportement, la politesse me vient naturellement. Vous voyez, ça va assez vite en fait, c'est assez facile. Il y a des choses profondes qu'on ne peut pas éradiquer d'un coup, mais il y a ça. Alors par contre, là où c'est moins sympa, c'est que ça suggère chez les êtres humains une absence d'adhésion à des valeurs vraies et des capacités mimétiques qui peuvent être réellement inquiétantes et qui, de fait, peuvent produire des phénomènes, par agrégation, des phénomènes collectifs. En Russie, vous levez des toasts? Hein? Non, mais je ne vais pas souvent en Russie. Je mentionne le Japon, c'est pas pour faire chic, c'est parce que je voyage très peu. Et le seul pays où j'aille, pas tous les ans, mais tous les ans et demi, c'est le Japon. C'est tout. Et puis, c'est quand même un pays assez différent. Donc, c'est bien pour se voir changer de comportement. Donc, cette mémoire des lieux... Mais en Angleterre, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais assez différent aussi. Enfin, je dérivais. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point leur façon d'être, leur mentalité, bon, c'est en eux, mais c'est aussi quelque chose qui est défini par un système d'interaction avec son environnement. C'est pas... Donc ça déteint sur les systèmes familiaux. C'est-à-dire, en fait, les systèmes familiaux, peut-être qu'ils n'existent plus, mais les façons de se comporter des individus, elles continuent.
Et donc, ces systèmes familiaux, individualistes, égalitaires, dont on ne sait plus trop s'ils existent, ben, on doit constater que dans le bassin parisien, eh ben, les gens continuent, ou en France en général. Alors là, par contre, je suis en train de me demander si l'idée m'était venue dans une discussion avec à France Culture, avec Guillaume Erner. Comme je suis très impressionné par la polarisation euh, culturelle de la France actuellement, l'affrontement populisme-élitisme est très violent en fait. Et donc, voyant les gilets jaunes dans ces catégories inférieures, classe moyenne inférieure avec soutien du monde ouvrier, et puis au contraire des éduqués supérieurs macronistes, totalement azimutés, autistes, etc. Et ne voyant pas une distribution territoriale très claire dans l'espace, j'étais en train de me demander si je n'allais pas devoir faire une révision ultime du modèle et définir les choses plus en termes d'espace social avec une migration des valeurs libérales égalitaires dans l'ensemble des milieux populaires de tous les territoires et une migration des valeurs autoritaires inégalitaires de la périphérie vers les classes supérieures, où qu'elles soient. Mais c'est de l'hypothèse assez difficile à vérifier, je dois dire, techniquement. Il y a des moments où on aimerait bien être débarrassé de l'obligation de la preuve quand on fait... mais la vie de chercheur est une ascèse.